Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier d'émergence de projets organisé dans le cadre de l'appel à projet l'innovation au croisement des filières de la région de Bretagne. Donc, je suis ce matin avec mes collègues des pôles de compétitivité bretons. Nous allons faire un petit tour d'écran pour nous présenter. Charlotte. Bonjour à tous, donc Charlotte Némy, je suis chargée de mission à Biotech Santé Bretagne pour le pôle de compétitivité à Blampol Biothérapie. Gwen. Oui, bonjour à tous, Gwen Weber, je suis chargée de projet du coup au sein du pôle Valorial. Anaïs. Bonjour à tous, je suis Anaïs Turpot, donc responsable d'ingénierie financière au pôle mer Bretagne-Atlantique. Marie-Christine. Bonjour à tous et toutes, Marie-Christine Mancien, je suis chargée de projet au sein du pôle de compétitivité EMC2 pour la région Bretagne. Claire. Donc, bonjour à tous, Claire Delaunay, chargée de mission VG Police Vallée pour la région Bretagne. Thibaut. Et bonjour à toutes et à tous, donc je suis Thibaut Pasquier, chef de projet innovation pour le pôle ID Forcar. Merci. Et donc, moi, je suis Aude-Olivier Cadoret et je suis chargée de projet R&D collaborative au pôle images et réseaux. Donc, quelques petites consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous vous demanderons de laisser vos micros éteints. N'hésitez pas à poser des questions tout au long des différentes présentations. Nous aurons des sessions de questions dédiées. Donc, on pourra regrouper les questions et y répondre dans la mesure du possible et dans la mesure du temps imparti également. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas réponse à toutes vos questions, vous pouvez bien sûr, à l'issue du webinaire, nous contacter pour nous les poser et nous essaierons d'y répondre au plus vite. Sachant que la présentation vous sera envoyée par mail. Également, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne dès demain, enfin, ou en tout cas assez rapidement dans la semaine. Donc, comme on va le voir tout de suite, il y aura quelques sessions de pitch pour les personnes, les structures qui recherchent des compétences et qui ne seront pas présentes sur l'enregistrement. L'ordre du jour donc de ce matin, donc le webinaire va durer à peu près jusque midi. Donc tout d'abord, l'objectif est de vous présenter le cahier des charges de l'appel à projet. Ensuite, donc là, vous avez une petite présentation des chargés de mission de chacun des pôles, mais on vous présentera justement les feuilles de route de chacun des pôles de compétitivité bretons pour que vous puissiez savoir à qui vous adresser dès l'idée du projet. Donc ensuite, nous passerons à une session de questions-réponses. Cette année, petite nouveauté, nous allons faire intervenir des porteurs de projets qui ont déjà été financés dans le cadre de cet appel à projet, donc qui vont vous rappeler les objectifs de leur projet, les différents croisements aussi envisagés dans ces projets-là, et puis leur retour d'expérience surtout qui peuvent servir à tous. Et puis ensuite, donc une session de pitch, de compétences et de projets. Nous allons passer donc à la présentation du cahier des charges de cet appel à projet et je laisse la main à Gwen. Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va parler plus en détail du cahier des charges de l'appel à projet. Alors, la slide suivante. Je ne l'ai pas appris par cœur. Voilà, super. Donc, le cadre de l'appel à projet, tout d'abord, donc c'est un appel à projet qui vise à favoriser l'émergence de projets R&D, donc recherche et développement collaboratif, des projets qui ont vocation en fait à produire de nouveaux produits, services ou procédés innovants avec une mise en marché à court terme et donc mise en marché, création d'activités et donc création d'emplois. Il a vocation, cet appel à projet aussi, à créer des synergies et renforcer les dynamiques entre secteur public et privé. Nous reviendrons après sur ce détail avec notamment la définition du collaboratif dans le cadre de cet appel à projet. Et puis, il vise aussi à soutenir le croisement des filières régionales qui sont définies dans le schéma régional d'innovation dont on va parler juste après. Et puis, il a vocation à, je finissais juste à dire, donc à mettre en œuvre des PME et des ETI bretonnes notamment. Donc, slide suivante. Merci Aude.
Donc, le cadre de cet appel à projet, donc il s'appuie sur le schéma d'innovation régionale qui a été écrit par la région donc tout récemment, puisqu'en fait il s'adosse en fait au mandat européen donc qui s'est terminé, il faisait 2014-2020 et qui recommence 2021-2027. Donc, à ce propos, ils ont rédigé ce qu'on appelle une S3, Smart Specialization Strategy, dans laquelle ils ont fait ressortir, donc la région Bretagne a fait ressortir 5 domaines d'innovation stratégique, 10. Donc, vous pouvez les voir. Donc, on parle d'économie maritime et de croissance bleue, d'économie alimentaire et du bien manger pour tous, d'économie numérique sécurisée et responsable, économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, et économie de l'industrie pour une production intelligente. Cette S3 a aussi fait ressortir 3 axes transversaux qui sont en fait la transition numérique et industrielle, transition écologique et environnementale et transition sociale et citoyenne. Alors, slide suivante, voilà. Et puis donc, cet appel à projet s'appuie aussi sur la Brescope, qui a été créée en Bretagne à l'image un petit peu de ce qu'on appelle la COP21, la dernière qui s'est fait au niveau national, mais donc qui est une coopérative citoyenne et qui avait mis en avant des objectifs citoyens pour 2040, à horizon 2040, donc qui sont ceux-là, pour réussir le bien manger pour tous, pour une nouvelle stratégie énergétique et climatique, pour la préservation de la biodiversité et des ressources, pour des mobilités solidaires et décarbonées, pour des stratégies numériques et responsables et pour la cohésion des territoires. On vous donnera, les pôles ont accès en fait enfin c'est sur le site internet de la région Bretagne, mais il y a également un descriptif avec vraiment 38 objectifs différents qui sont répartis selon ces grands axes que je viens de vous présenter, voilà, avec des définitions un peu plus précises, on pourra vous le donner si besoin. Voilà, slide suivante. Donc là, on va parler de critères d'éligibilité et juste après de critères de sélection. Donc, critères d'éligibilité, c'est les critères que vous devez absolument remplir pour pouvoir participer à cet appel à projet et obtenir donc des aides de la région Bretagne. Comme je le décrivais juste avant, il y a 5 domaines d'innovation stratégique et comme on est au croisement des filières, ça s'appelle un projet de croisement des filières régionales, vous devez vous inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d'innovation stratégique. Voilà. Mener un projet de R&D collaboratif et structurant pour l'économie régionale. Donc, quand on dit collaboratif, nous entendons 2 entreprises, un laboratoire académique, organisme de recherche, donc public. Et donc, quand on dit voilà, collaboratif, c'est qu'il y a un investissement de la part de ces 3 partenaires dans le projet. Voilà. Donc, les projets doivent être portés par des PME ou ETI bretonnes et associés à minima à une autre entreprise et un centre de recherche, comme je le disais juste avant. Donc, l'appel à projet ne force pas que tous les partenaires soient bretons, même si c'est quand même l'objectif de cet appel à projet, c'est de favoriser l'économie régionale bretonne. Donc, c'est pas interdit d'avoir un partenaire extérieur à la région Bretagne, mais ce partenaire déjà devra s'autofinancer ou trouver des solutions de financement ailleurs qu'auprès de la région Bretagne. Et voilà, c'est pas l'objectif principal de cet appel à projet. Être labellisé ou collabellisé, excusez-moi, par un des 7 pôles de compétitivité. Donc, c'est pour ça que ce matin, on est les 7 pôles à vous présenter cet appel à projet, puisqu'en fait, on est directement impliqué dans le processus de dépôt en fait, des projets. Donc, on s'est présenté, il y a Atlan-Pôle Biothérapie pour la santé, Pôle Mer Bretagne Atlantique pour l'économie maritime, VG Valais pour plutôt le végétal, EMC2 pour l'industrie du futur, Valorial pour l'agroalimentaire, Image et Réseau pour le numérique, et puis Deforcar pour la mobilité. Le colabel sera obligatoire dès lors qu'un projet s'inscrira dans un domaine d'action stratégique d'un des pôles. Et si le refus d'un colabel est mentionné, il faudra vraiment le justifier et étudier au cas par cas chaque projet qui ne pourra pas faire l'objet d'une colabellisation. Donc, les projets collabellisés par plusieurs pôles, en plus, remontent sur le haut de la pile, donc sont privilégiés. Donc, c'est très important d'étudier à chaque fois un colabel. Voilà pour les critères d'éligibilité. Passons aux critères de sélection. Donc, rappel qu'on parle de projet de R&D, donc c'est de recherche et développement. Donc, vous avez des actions de recherche. Chacun des partenaires aura des actions de recherche à faire dans le cadre du projet. Et donc, le caractère innovant du projet est un critère de sélection. Voilà. La qualité du consortium et notamment l'importance du poids des PME. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais voilà, il est important d'appliquer des PME puisqu'en fait, elles ont un pourcentage d'aide de la région qui est un peu plus élevé et donc permet en fait de flécher principalement les entreprises vers les entreprises. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des petites entreprises dans ce qu'on appelle une PME, voilà, dans son consortium. Et d'ailleurs, juste en dessous, vous voyez que la proportion de financement demandée fléchée vers les centres de recherche devra ne pas dépasser la limite de 40% maximum. Alors, c'est pas une limite stricte, mais elle sera particulièrement étudiée et bien sûr, c'est un critère de sélection. Donc voilà, donc en fait, c'est parce qu'on a des projets qui ont quand même vocation à développer un nouveau produit et à mettre des choses en marché rapidement.
Donc, c'est des projets qui ont une vocation de développement économique avec création d'activités et d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sur des projets de recherche fondamentale. Voilà. Donc, c'est pour ça que les aides fléchées vers les labos doivent être plus restreintes. Voilà. La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet, en effet, hein, si vous prévoyez de créer 1 milliard de chiffre d'affaires, on peut toujours espérer à la fin du projet, voilà, mais le principal critère de sélection qui permet de convaincre les membres du jury et des pôles et de la région, c'est vraiment la viabilité et le réalisme de votre projet. La gestion du projet, la capacité des partenaires à gérer des aides publiques, puisqu'en fait, comme on le dira peut-être après, ça peut impliquer des aides européennes qui sont toujours un petit peu plus lourdes de manière administrative à gérer. Donc, c'est important que chaque porteur et chaque partenaire soit capable en fait de gérer correctement des subventions publiques. Et puis, comme je le disais juste avant, les retombées économiques et technologiques qui, en plus d'être viables, doivent exister, hein, tout simplement. On est sur des projets qui ont vocation à mettre sur le marché à court terme, donc 3 ans après le début du projet, des nouveaux produits, services ou procédés innovants. Et le dossier doit être complet, bien sûr, mais là, on ne vous lâchera pas, on sera là. Donc, les entreprises financées en 2020 dans le cadre de cet appel à projet ne seront pas prioritaires, en effet, parce qu'on a eu parfois le cas où, en effet, on avait des entreprises qui repostulaient même après avoir été lauréate l'année d'avant ou l'année encore d'avant. Et donc, du coup, la région a souhaité bien redire que c'était, enfin, pour être un peu plus juste et essayer de toucher le maximum de cibles, voilà, les entreprises qui ont déjà eu un projet lauréat l'année d'avant, donc ne seront pas prioritaires. Voilà. Alors, diapo suivante, superbe. Donc, les aides, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc, le budget du projet, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, 500 000 et 1 million d'euros, c'est le budget total. Hein. Ce n'est pas les aides qui vont être fléchées vers le projet. C'est par exemple, si vous êtes 3 partenaires, sur 3 ans, c'est assez facile d'atteindre, par exemple, 500 000 euros. Et sur ces 500 000 euros, vous avez un pourcentage d'aide. Vous le verrez dans les success stories peut-être après. En général, des projets de 500 000 euros, on est entre 200 000 et 300 000 euros d'aide. Et c'est une grosse fourchette et ça dépend bien sûr de la nature des partenaires. Voilà, c'est indicatif, le million ne saurait être une fourchette, enfin, comment dire, je vais pas trouver mon mot, c'est pas strict, on peut dépasser le million, mais il faudra expliquer pourquoi. Voilà. Entre 12 et 36 mois, la durée du projet, donc là, il n'y a pas de dépassement possible, donc entre 1 et 3 ans, hein, c'est parce que voilà, on est sur du développement économique et pas forcément des projets de recherche fondamentale qui souvent prennent un peu plus de temps. Donc, on parle de subventions et non pas d'avances remboursables, etc., qui seront allouées donc aux partenaires. Et comme vous le voyez, pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, donc on pourra revenir après sur la définition d'une PME, mais c'est inférieur à 250 salariés et ou chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et donc, c'est 45% d'aide. Donc, si vous avez un budget de 100 000 euros, vous toucherez 45 000 euros de subvention. De la même façon, pour les entreprises de taille intermédiaire ETI, vous aurez 30% d'aide. Et puis, pour les grandes entreprises, 25%. Un complément de financement allant jusqu'à 5% additionnel pourrait être apporté dans le cadre d'une convention de partenariat entre régions et EPCI. Alors, quand je dis EPCI, ça peut être des communautés de communes ou des, j'ai pas les autres noms, des noms communes qui me viennent en tête, qui ont signé en fait une convention avec la région et donc ont un accord avec la région. Et donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais une entreprise qui est dans le projet est aussi une entreprise qui est sur le territoire de Rennes Métropole, il se peut que dans le cadre, si vous êtes une PME, vous touchiez par exemple 50% au lieu de toucher 45%. Ça se fera au cas par cas et on verra ça si votre projet est présélectionné. Voilà. Et puis pour les organismes de recherche à diffusion de connaissances, hein, c'est assez classique, c'est 100% des coûts additionnels qui sont générés directement par le projet ou 80% des coûts retenus pour les centres techniques qui ont une convention de partenariat avec la région. Donc il y en a quelques-uns, on pourra vous dire si vous faites partie, enfin en général vous le savez, mais si vous faites partie de cette convention, voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette diapo. Y a-t-il une autre diapo? Oui, voilà, les dépenses éligibles. Encore une fois, je le répète, c'est un projet qui a vocation à développer l'économie bretonne, un appel à projet qui a vocation à développer l'économie en Bretagne. Donc, la région Bretagne ne financera que les travaux des entreprises implantées en Bretagne. Si vous êtes hors Bretagne, il faudra trouver des moyens de financement ailleurs. Voilà, et donc qu'est-ce qui est financé dans le cadre de cet appel à projet? Donc on est sur des projets de recherche et développement collaboratif, donc tout ce qui va avoir à vocation à soutenir la recherche dans votre entreprise, donc le personnel, les consommables et petits matériels intégralement affectés au projet, l'amortissement d'équipements de R&D, excusez-moi, donc neuf ou acquis moins d'1 an avant la date de démarrage du projet,
des pilotes, des choses comme ça. Des dépenses de sous-traitance, hein, puisqu'il se peut que dans le cadre du projet, par exemple, vous ayez besoin de faire appel à un laboratoire qui fait des analyses parce que vous ne les faites pas, et donc pour savoir si votre produit est de qualité. Donc, vous pouvez prendre un sous-traitant de cette manière-là, par exemple. Les frais de mission, donc ce qu'on dit comme déplacement ou hébergement, ça c'est des frais de mission. Et puis, pour financer tout ce qui n'est pas quantifiable au sein de votre entreprise, on appelle ça les frais indirects. Voilà, il y aura un pourcentage de 15% des dépenses de personnel qui sera rajouté, voilà, à votre budget pour couvrir ces frais non quantifiables. Voilà. Je crois que j'ai fini sur cette diapo. Oui, je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors, la timeline. Donc, le 21 décembre, l'appel à projet a été lancé et c'est d'ailleurs assez bien que je vois cette date-là pour vous dire qu'on pourra vous donner le lien vers le site web également, parce qu'il y a un site web sur le site web de la région Bretagne, il y a le dossier, hein, vous pouvez le télécharger, il est déjà disponible. C'est un dossier d'une dizaine de pages avec des éléments administratifs à fournir également. Donc, dépôt auprès des pôles, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas déposer auprès de la région si vous ne vous faites pas connaître auprès des pôles. Hein. Donc, du coup, dépôt avant le 10 mars auprès des pôles de ce pré-dossier, et puis dépôt auprès de la région le 24 mars. Donc là, en général, on vous accompagne sur ce dépôt auprès de la région, nous les pôles. Et puis, 20 et 21 avril, il y a un comité de présélection, donc c'est un oral. Hein. Faudra, voilà, vous aurez tous un oral à passer. Et puis, après cet oral à passer qui se fera auprès d'un jury que la région aura choisi, vous serez présélectionné ou non. Et si vous êtes présélectionné, il y a une phase du 3 au 31 juin où vos dossiers sont examinés par les pôles. Hein. Donc, on a chacun un peu notre façon de faire, mais on vous accompagnera aussi là-dedans. Et puis, le 7 juillet 2021, c'est la deadline pour déposer administrativement votre dossier. Donc, ça, c'est un travail assez lourd au niveau administratif, mais vous ne le ferez que si vous êtes présélectionné et par les pôles et par la région. Donc, c'est que du bonheur parce que vous savez que ça va forcément servir à quelque chose. Voilà. Décision de soutien, donc pardon, excuse-moi Aude, décision de soutien, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes, une fois que vous avez déposé et que votre dossier est complet administrativement, en fait la région le fait voter par ses élus, donc c'est souvent juste, comment dire, enfin voilà, c'est une décision que vous connaissez déjà, mais qui doit être officialisée politiquement, et donc du coup ça intervient plutôt au second semestre, et c'est à partir de là que vous conventionnez avec la région et que vous avez les avances de subventions qui peuvent tomber sur le compte en banque de votre entreprise ou structure. Voilà. Alors, diapositive suivante, voilà. Alors, le rôle des pôles dans tout ça, eh bien, on est là dès le début, en fait, hein, pour vous présenter l'appel à projet comme aujourd'hui, et puis pour vous aider à relire le dossier ou à le construire, voilà, à l'écrire. Et puis, on peut vous accompagner dans le dépôt auprès de la région. Le label, en fait, quand vous passez devant nos comités de labellisation, c'est un gage de qualité technique, donc scientifique et financière, et stratégique de votre projet, une stratégie au niveau de l'entreprise, du labo, etc. Donc, le label, c'est pour la région un gage de qualité comme je viens de le dire. Mise en réseau, en effet, si vous avez besoin d'un partenaire, il vous manque un partenaire dans le cadre du projet, appelez-nous dès maintenant, on peut être avec vous pour trouver le partenaire idoine qui vous permettra de monter le projet et de le déposer comme il faut dans les temps. La structuration du projet, comme je disais, conseil au montage, hein, on est là pour vous challenger dès le début, dès maintenant, hein, pour vous challenger et vous aider à écrire le projet. Et puis, en effet, on a une vision d'experts et via nos réseaux et via notre comité de labellisation d'experts techniques et via nos expertises à nous, chargés de projet au sein des pôles, d'expertise en montage de projet et en montage financier. Voilà. Je crois que... voilà. Merci beaucoup. Merci Gwen pour la présentation. Et donc, justement, maintenant, nous allons passer à la présentation des pôles de compétitivité pour que vous puissiez connaître les activités et puis les axes stratégiques de chacun des pôles. Donc, Gwen, je te redonne la parole. J'avais coupé ma caméra pour faire style, mais oui, c'est bien moi en première. En effet. Donc, le pôle Valorial, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est le premier réseau dédié à l'innovation agri-alimentaire en mode collaboratif. Donc, on a environ 360 adhérents, dont 2 tiers d'industriels. Donc, on a un réseau assez intéressant pour monter les projets, avec plus de 800 structures, ce qui représente à peu près 4000 contacts. Et puis, jusqu'ici, là, jusqu'en 2020, on a accompagné et labellisé près de 470 projets qui représentent à peu près 1 milliard investi en R&D. Juste en dessous, j'ai mis nos domaines d'innovation. Alors, on est sur les 3 régions, hein, comme c'est mis sur le schéma à côté, donc Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Et donc, juste en dessous, c'est les domaines d'innovation prioritaires du pôle. Alors, ils ont été renouvelés lors de l'écriture de la feuille de route en 2018, puisqu'on a fait une alliance stratégique avec le pôle du Sud, Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc là où nous, on avait beaucoup plus d'expertise, qui sont les 4 sur la droite, c'est-à-dire excellence opérationnelle des fermes et usines, donc Industrie 4.0, valorisation intégrale de la biomasse,
offre alimentaire pour le mieux manger, donc nutrition, santé, et puis usage et services innovants, donc marketing agroalimentaire. Là, on avait plus d'expérience sur ces domaines-là, mais on a aussi inclus dans nos DIP, du coup, eau, climat, sol et production durable et végétale et animale, où là, on travaille en collaboration et avec AgriSuez et bien sûr avec VGPolis qui décrira ces domaines d'innovation juste après, où là, voilà, on est plus en collaboration. Merci. Merci, j'ai passé un peu rapidement. Donc moi, je représente le pôle image et réseau, donc, qui est le pôle de référence du numérique. Donc, on est sur 2 régions également. Donc, on est sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et notre réseau compte 250 membres d'académiques et d'entreprises avec 80% de PME notamment. Grands groupes, pardon. Nos domaines technologiques, donc on a la confiance numérique et la sécurité, donc tout ce qui touche autour de la cyber, données et intelligence, donc l'intelligence artificielle notamment, mais c'est très large évidemment, interactivité, immersivité, matériel et logiciel avec toutes les technologies IoT, réseau et infrastructure, donc 5G par exemple, photonique. Et nous avons 5 domaines d'usage, donc l'agriculture, l'industrie culturelle et créative, industrie et services, santé et territoire. Donc évidemment, comme le numérique est transversal, nous travaillons nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons en permanence. Donc ce sont effectivement les autres pôles de compétitivité et les pôles applicatifs. Et puis des partenaires techniques comme par exemple Bicom, EMC2, Normandie Valorisation, Photonics Bretagne. Et puis également, nous avons aussi un réseau à l'Europe et l'international. Charlotte, je te laisse la parole pour ABT. Le micro. Donc, je représente le pôle de compétitivité Atlampal Biothérapie, donc le pôle santé présent dans l'ouest de la France. Donc, on est actif sur 3 régions, la région des Pays de la Loire, la région Centre et la région Bretagne. Donc, c'est Biotech Santé Bretagne qui porte l'antenne bretonne du pôle. Donc, Atlampal Biothérapie, c'est un réseau de 200 membres avec voilà, une typologie de membres similaire à celle de mes collègues, hein, des entreprises, des structures académiques et des structures cliniques. On a aussi les mêmes missions voilà, de labellisation et de montage de projets collaboratifs innovants. Et en termes de thématiques, donc 3 axes historiques, l'immunothérapie, la médecine régénératrice et les radiopharmaceutiques. Et dans le cadre de la nouvelle feuille de route du pôle, 3 axes émergents voilà, ont été structurés. Donc, on a l'axe du digital, hein, des croisements là avec notamment images et réseaux, l'axe nutrition clinique et microbiote et l'axe santé animale. Donc, n'hésitez pas à me contacter voilà, si vous avez des idées de projets pour savoir si ils peuvent s'inscrire dans les axes thématiques du pôle Atlampal Biothérapie. Merci Charlotte. Anaïs? Oui, donc moi je vais vous présenter donc, le pôle mer Bretagne. Donc, nous, on est plutôt en charge de l'innovation maritime, donc sur les 2 régions, donc Bretagne et Pays de la Loire. Donc, on est sur le même territoire que pas mal de pôles qui vont un petit peu plus loin. Voilà, nous, c'est Bretagne, Pays de la Loire. Donc, on a un réseau de 370 adhérents à fin 2020, dont 2 tiers de PME. Donc, un tissu largement industriel qu'il est intéressant d'exploiter pour toute la dynamique de projets collaboratifs. À fin 2020, on était à 422 projets collaboratifs porteurs d'innovation maritime labellisés et accompagnés. Donc, tout ça, ça représente à peu près 1 milliard d'euros d'investissement dans l'innovation maritime et avec 320 millions de financement public de levée dans le cadre de ces projets. Donc, nous, on intervient donc, pour le développement économique de 6 domaines, ce qu'on appelle des domaines d'action stratégique, qui sont découpés de la manière suivante. Donc, on a tout d'abord la défense, la sûreté, la sécurité maritime. Et là, on a pas mal de tout ce qui est cybersécurité, etc., qui vont rentrer dans ce domaine-là. Ensuite, on a le naval et le nautisme. Donc là où on a toutes
les dynamiques Smart Ship, Green Ship, etc. Les ressources énergétiques et minières marines, avec là en chef de file les énergies marines renouvelables. Ensuite, nous avons le domaine ressources biologiques marines, avec d'un côté la pêche et l'aquaculture et de l'autre tout ce qui est biotechnologie marine. Ensuite, nous avons l'environnement et la valorisation du littoral, là où on va avoir pas mal des aspects surveillance, état du milieu, etc. Et puis, on a pas mal aussi de tout ce qui est technique satellitaire qui permet d'avoir ce monitoring environnemental. Et en dernier domaine, nous avons les ports, la logistique et le transport maritime. Donc là aussi, vaste domaine où là, on va avoir les aspects également smart port, green port, etc. En plus de ça, on a identifié, suite au renouvellement de la feuille de route, 2 axes de travail transversaux qui sont dans l'air du temps, avec la transition écologique et la transformation numérique. Donc, parce que on se rend compte avec les projets qui arrivent que ce sont vraiment 2 sujets qui sont au cœur. Donc, on les a également intégrés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez un projet maritime dans le cadre de cet appel à projet. Merci. Claire? Alors, bonjour. Du coup, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Donc, Claire Delaunay, donc je suis la chargée de mission Végépolis Vallée pour la région Bretagne. Je suis basée à Saint-Paul-de-Léon dans les locaux de Végénove. Donc, Végépolis Vallée, c'est un pôle de compétitivité qui est dédié au végétal, qui est basé sur 4 régions, donc Pays de la Loire, région Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et puis la Bretagne. On a aujourd'hui à peu près un réseau de 500 adhérents qui sont majoritairement des entreprises, à peu près à 80%. Ça représente à peu près 750 projets labellisés en fait à ce jour. Donc nous en fait les projets qu'on accompagne, c'est des projets sur toute la chaîne de valeur du végétal, avec une expertise reconnue sur les innovations donc au service des productions végétales, notamment via 3 axes. Donc que vous voyez les pastilles bleues qui sont donc l'innovation variétale et la performance des semences et jeunes plants, donc avec des mots-clés comme biotechnologie, phénotypage, génotypage. La santé du végétal avec le développement de produits de biocontrôle, de biostimulants, de biointrants, tout ce qui est substrat par exemple, tout ce qui est en lien avec l'agroécologie, la nutrition, la protection des sols, les solutions post-récolte. Et puis une dernière pastille donc sur les nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production. Donc là, on parle de l'HTEC, la robotique agricole, le big data, le développement d'outils d'aide à la décision, tout ce qui est production hors sol aussi. Et puis on travaille également donc sur 4 axes qui sont sur des innovations qui contribuent au développement des usages. Donc le végétal pour l'alimentation humaine et animale, la nutrition, prévention, santé, bien-être, cosmétique, le végétal urbain, les agromatériaux et biotransformation, donc des usages du végétal, quels que soient les usages du végétal, sachant que pour ces différents usages, on travaille en collaboration avec d'autres pôles de compétitivité, donc par exemple Valorial sur la partie alimentation humaine et animale et nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. On va passer à la présentation. Donc, le pôle ID Forecast, c'est le hub de référence de la filière véhicules et mobilité du Grand Ouest. Grand Ouest parce que nous sommes présents sur la région Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine également. Nos domaines d'activité stratégiques sont liés aux matériaux et véhicules, à l'intelligence des systèmes embarqués, donc là qui est sur des nouveaux usages en développant des architectures véhicules et des nouveaux modules de conception de produits. Également, véhicules, usage et industrialisation, c'est plutôt ça que je vous citais précédemment, des services de mobilité également numériques et des infrastructures. Et ces 4 domaines d'activité stratégique sont appliqués au secteur automobile, aux véhicules spécifiques, aux services de mobilité et également au machinisme agricole, engins off-road et robotique mobile. Nous avons donc plus de 350 membres et nous avons depuis notre création labellisé plus de 300 projets. Et donc nous intervenons bien évidemment sur les aspects innovation, mais également international, les thématiques d'industrie du futur
Et donc, je me tiens à votre disposition pour vous aider dans le cadre de cet appel à projet Croisement des filières Bretagne. Merci beaucoup. Marie-Christine pour EMC2. Rebonjour, donc je vais vous présenter maintenant le pôle de compétitivité EMC2, donc pôle de compétitivité européen des technologies de fabrication, donc qui fédère effectivement 396 membres en 2020, dont une bonne partie sont des PME effectivement, donc ainsi que des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des grands groupes, des ETI et d'autres partenaires, centres techniques, et des institutionnels. Nous sommes présents à la fois en région Bretagne, donc l'antenne du pôle EMC2 est hébergée en fait par l'Institut Maupertuis en Ille-et-Vilaine. Et donc nous avons 4 domaines d'activité stratégiques. Donc, un premier domaine d'activité stratégique, effectivement, qui concerne la performance industrielle, donc des sujets autour des matériaux et des procédés avancés. Un deuxième domaine d'activité stratégique concerne plutôt l'industrie durable, donc sur tout ce qui va concerner l'allègement des structures, l'économie circulaire dans l'industrie, les sujets autour de l'efficacité énergétique de l'usine. Un troisième domaine d'activité stratégique concerne plus l'industrie numérique, donc en partenariat avec le pôle image et réseau. Donc là, il va s'agir de systèmes cyberphysiques, tout ce qui va concerner la gestion de la donnée, mais également le jumeau numérique de l'usine. Et puis un quatrième domaine d'activité stratégique, donc humain au cœur de l'industrie, donc tout ce qui concerne l'assistance à l'opérateur au sein de l'usine. Donc depuis sa création en 2015, nous avons accompagné plus de 650 projets, dont 340 ont obtenu un financement qui représente 1,6 milliard de budget, dont 458 millions d'euros de fonds publics mobilisés pour ces projets collaboratifs. Je me tiens à votre disposition. Merci. Merci pour la présentation. Donc, vous retrouvez tous les contacts de chacun des pôles sur cette slide qui vous sera transmise à l'issue du webinaire. Donc, on vous encourage vraiment dès l'idée de projet à contacter un des pôles. Et puis, voilà, donc on travaille ensemble tous. Donc, ensuite, s'il y a des synergies entre plusieurs pôles, évidemment, on vous l'indiquera. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a un petit temps à peu près une dizaine de minutes pour y répondre. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur les 3 partenaires. Si un des 3 n'est pas breton, est-ce que le nombre de 3 est rempli ou pas? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Oui, tout à fait. Le nombre de 3 partenaires sera rempli, même si l'autre partenaire est hors région Bretagne. C'est possible. En revanche, peut-être préciser que le projet doit être absolument porté par une entreprise bretonne. Il faut quand même que les retombées économiques soient bretons. Il n'est absolument pas interdit, évidemment, de collaborer avec une entreprise ou un laboratoire hors territoire. Voilà, ça reste un appel à projet de la région Bretagne, donc il faut quand même que ça bénéficie à la région Bretagne en premier lieu. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Après, voilà, la région n'est absolument pas fermée à l'accompagnement de projets dans lesquels il y a un acteur hors territoire qui sera cependant financé par un autre biais. Donc, je vois qu'il y a une autre question justement donc, sur le même, un peu sur la même thématique. Donc, les entreprises financées en 2020 ne sont pas prioritaires. Cela signifie-t-il que leur participation en simple partenaire peut desservir un projet? Et est-ce aussi le cas pour les partenaires publics? Oui, du coup, je prends, puis vous complétez si jamais. La lecture qu'il faut avoir effectivement de cette phrase qui a été ajoutée dans le cahier des charges, c'est plus qu'on est sur une logique concours.
Donc, je dirais quand même, ça n'exclut pas une potentielle deuxième participation. Néanmoins, je dirais qu'à qualité égale, on priorisera le consortium qui ne comprend pas un partenaire qui a déjà été financé l'année passée. Après, voilà, est-ce que ça peut desservir du coup le consortium? Là encore, hein, on informe ces partenaires qu'on a déjà été financés l'année dernière, et puis après, c'est une décision stratégique. Est-ce qu'on tente notre chance ou pas? Encore une fois, avec cette logique concours. S'il y a très peu d'appels à projets, il n'y a pas de raison, s'il y a très peu de projets déposés, il n'y a pas de raison que ce soit exclu. Mais voilà, c'est un peu l'analyse en tout cas qu'on a de cette phrase qui a été ajoutée. Après, sur la partie partenaire public, là, même réponse, je pense que c'est plus sur le côté entreprise que cette phrase est ajoutée, parce que les grands organismes de recherche, si je prends le côté santé, l'INSERM est dans beaucoup de projets. Après, c'est pas forcément les mêmes équipes qui sont impliquées. Mais voilà ce que je peux répondre en tout cas à cette question. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Ouais, moi, j'aurais dit comme toi, plutôt à l'échelle du laboratoire ou de l'équipe de recherche, hein, plutôt que voilà, l'université ou l'institut. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On a une question aussi en ligne sur la partie recherche d'un projet peut-elle être centrée autour de l'évaluation de l'impact écologique social du projet sur son territoire? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je dirais oui, bien sûr. Moi, je nuancerais, en fait, je dirais, ça dépend si ça permet de générer des retombées économiques significatives et directes. Il faut absolument que les partenaires du projet soient en capacité de dire, grâce au projet, on a pu générer X euros de chiffre d'affaires supplémentaire, embaucher X TP. Donc, il faut qu'en fait le développement de la méthodologie permette ça. Donc, en théorie, oui, mais c'est les retombées significatives qui vont faire la différence, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, ça doit être pris en compte. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, petite question. Donc, effectivement, est-ce que pôle de compétitivité et technopôle, c'est la même chose? Donc, les technopoles sont partenaires hein, aussi de cet appel à projet. Moi, je peux répondre. Hein. Les technopoles et les pôles de compétitivité ne sont pas la même chose. En fait, les technopoles ont plus une vocation, vous me compléterez les autres si vous savez mieux. D'ailleurs, Anaïs, tu travailles en partenariat avec une technopole, donc tu sais peut-être plus mieux que moi. Mais les technopoles ont plus une vocation à accompagner la création d'entreprises et donc le développement des entreprises sur leur territoire. Et alors que les pôles, nous, on est plus dédiés à l'innovation d'entreprises qui ont déjà un background assez solide pour avoir des aides publiques, donc qui existent depuis souvent un certain temps. Mais nous, c'est plus l'innovation, les technopoles, c'est plus la création d'entreprises. Voilà. Oui, pour compléter, je dirais qu'il y a également le prisme projet collaboratif qui est très important dans la différenciation entre pôle et technopole. Donc, nous, on accompagne vraiment notre cœur de métier, c'est d'accompagner les projets collaboratifs, donc de faire collaborer les industriels, donc que ce soit des grands groupes et des PME, avec le monde académique, alors que les technopoles vont vraiment être dans le projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'elles vont accompagner du projet individuel sur d'autres types de guichets. Et c'est en cela, en fait, qu'on est complémentaires, et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup ensemble, parce qu'on travaille sur le même tissu industriel, mais on a une approche qui est différente. Voilà. Mais on travaille évidemment toujours en collaboration, et d'ailleurs, les technopoles accompagnent les pôles dans tout ce qui est caractérisation de la capacité financière d'une entreprise, etc. Enfin, voilà, on travaille toujours tous ensemble. C'est pour ça qu'ils sont associés à cette démarche, mais c'est bien le label d'un pôle de compétitivité qui vous permettra d'accéder à cet appel à projet. Voilà. Et pour compléter, c'est vrai que les pôles, en plus, on a la particularité d'être des experts sur nos thématiques. Donc vraiment, en fait, chacun d'avoir une expertise sur, par exemple, nous, le végétal, alors que les technopoles vont être plutôt athématiques, disons qu'ils vont être des généralistes et pourront accompagner tout type d'entreprise, quel que soit leur secteur.
Question suivante. Donc, compte tenu du timing long de labellisation et de la décision, question sur l'éligibilité des dépenses et donc elle démarre quand? À partir de quelle date les dépenses sont-elles prises en compte? C'est à partir de, effectivement, enfin là, effectivement, le process entre le moment où on dépose la pré-proposition et la décision, enfin, Gwen a montré, c'est vrai que c'est un process assez long. Et la date, normalement, de prise en compte des dépenses, elle est établie par vous, hein, par le consortium. Elle sera dans la convention de financement. Et c'est la date de labellisation des projets. On peut pas mettre une date de démarrage du projet avant la date de labellisation du projet par le pôle de compétitivité. Ça peut être la date avant l'accord de financement, à vos risques et périls quelque part, mais c'est la date de labellisation qui prime. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais dire ça, j'allais dire en fait ça peut être la date que vous souhaitez, mais elle ne peut pas être antérieure à la date de labellisation. Des deux pôles d'ailleurs, à ce propos. Ensuite, on a une question. Les projets portés par une PME sont prioritaires par rapport à ceux portés par des ETI ou des grands groupes. Et est-ce que la présence d'une... C'est une question, pardon. Et est-ce que la présence d'une PME est indispensable dans le consortium? Je vais répondre, j'ai pris la parole, pardon. Les projets portés par des PME, en fait, encore une fois, c'est un peu la même question que les entreprises qui ont postulé l'année dernière. En fait, tout dépend du nombre immense de projets qu'on va recevoir dans les jours à venir. En fait, si on en a beaucoup, je pense que les projets portés par les PME passeront en priorité à qualité équivalente, toujours. Hein. Mais par contre, voilà, je pense qu'en effet, il y aura une priorité par rapport à ça. Et par contre, la présence d'une PME indispensable dans le consortium, non, c'est pas indispensable. Par contre, en effet, ce que j'ai expliqué la semaine dernière aussi, mais peut-être un petit peu rapidement, c'est que une PME touche 45% d'aide donc sur le projet, et comme la majorité des aides doit être fléchée vers une entreprise, plus vous aurez des grands groupes et des ETI dans votre consortium et pas de PME, moins vous aurez d'aides fléchées vers les entreprises, parce qu'en fait, les ETI, les grands groupes ont des taux d'aide plus bas. Et donc, alors que le taux d'aide des centres de recherche, lui, ne change pas, c'est 100% des coûts additionnels. Donc, en fait, d'avoir une PME dans le consortium permet de faciliter ce fléchage des aides vers les statuts privés, enfin, vers les entreprises, et donc permet de faire remonter le dossier sur le haut de la pile. Hein. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Mais c'est une règle implicite, comme tu dis, ce fléchage des 60-40, c'est pour inciter effectivement, comme tu le dis, à intégrer des PME dans le consortium pour faciliter finalement ce fléchage important des aides vers les entreprises. Oui. Et on va prendre une toute dernière question pour rester dans le timing. Donc, est-ce que vous pouvez préciser les 3 partenaires? Donc, on a une entreprise, porteur du projet, un labo et un pôle. On est d'accord. Donc, non, en fait, le pôle n'est pas partenaire du projet en tant que tel. Hein, donc, il faut bien 3 partenaires, donc 2 entreprises et un laboratoire. Le pôle, nous, on est vraiment là en support pour l'accompagnement de votre projet, du montage jusqu'à sa labellisation. Donc, nous, on est vraiment externe au partenariat, en fait. Si je peux me permettre, le pôle ne fait pas d'activité de recherche, donc on n'a pas à être partenaire d'un projet. C'est vraiment l'activité de recherche de chaque entreprise et chaque partenaire de recherche qui a vocation à faire que vous êtes partenaire du projet. Voilà. Tout à fait. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour cette première session de questions-réponses. N'hésitez pas, de continuer à poser vos questions sur le chat. Hein. Si on ne peut pas y répondre pendant ce webinaire, on y répondra à l'issue. Vous recevrez les réponses par écrit. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez poser toutes vos questions avant de débuter le montage d'un projet, en tout cas. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on va passer aux success stories et donc notamment le retour d'expérience de 3 projets qui ont été financés dans le cadre de cet appel à projet, qui vont donc vous expliquer les objectifs des différents projets, les croisements effectués et puis les points bloquants et les facteurs de succès. On va débuter par le projet Saphir avec Aude Bernard-Méry. Voilà, oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend très bien.
C'est parfait. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Saphir, qui est un projet collaboratif qui unit 3 acteurs au croisement des filières. Donc, un premier gros acteur dans le secteur de l'agroalimentaire qui s'appelle Coperle, qui est fournisseur de mix d'acides aminés. Un centre de recherche, VGenov, bien connu, qui est spécialisé entre autres dans le développement des biostimulants et des produits de biocontrôle, en screening. Et puis la société Gaiago, qui est dans le secteur agricole, qui crée, formule et puis vend des biosolutions de type biostimulants et produits de biocontrôle destinés aux agriculteurs. Donc, nous sommes unis tous les 3 avec un objectif commun qui est de produire des aliments sains et de qualité en fournissant à l'agriculteur des biosolutions. Alors, en fait, ces biosolutions vont être des outils, des armes pour favoriser, pour aider les agriculteurs à passer cette transition agroécologique. Et en fait, on est vraiment au cœur de l'économie circulaire puisque nous utilisons des mix d'acides aminés issus des coproduits de Coperle. Donc, il y a 2 axes, en fait. Le projet s'inscrit autour de 2 axes. La création de biostimulants avec, en fait, pour objectif d'améliorer l'absorption des nutriments, d'augmenter la résistance au stress abiotique avec un modèle élaboré par VGenov autour de la sécheresse, du stress hydrique, et puis la diminution du stress occasionné par des produits de protection des plantes. Et nous avons pris comme modèle l'herbicide parce que en fait, des produits de protection de plantes vont arrêter en fait la croissance, le développement des plantes, sans pour autant qu'on les voit très très visiblement avec des nécroses ou des choses comme ça. L'autre axe consiste à développer des produits de biocontrôle. Et là, on est vraiment dans une lutte intégrée contre des pathogènes. On s'est reposé sur des modèles travaillés par VGenov. Donc, on a testé différents mix d'acides aminés contre l'oïdium et le botrytis de la tomate, contre le mildiou de la pomme de terre, et puis sur le blé, on a travaillé sur la septoriose et la fonte des semis. Voilà, ce sont des problématiques vraiment présentes à l'échelle régionale, mais aussi au niveau national et également international. La tomate faisant partie d'une des cultures les plus importantes dans le monde. Ce projet-là, il a vu le jour grâce à des fonds européens de développement, donc grâce au FEDER et à la région Bretagne qui ont participé à hauteur de 22,5%. Et la première slide vous montrer aussi qu'on a été accompagné par des pôles de compétitivité. Alors, je pense que sur la slide suivante, on le voit davantage. Voilà, donc nous avons été accompagnés pour le montage du projet par Biotech et Santé Bretagne, Valorial et VG Police Vallée. Ce projet a débuté le 1er juin 2018 et pour une durée de 36 mois, ce qui faisait en fait une fin projet le 31 mai. Nous avons demandé un prolongement parce que en fait, ça permet, ce projet-là finalement couper le lot 4 qui était l'évaluation au champ et c'était beaucoup trop court de finir au mois de mai. Donc, en fait, le montage du dossier c'est fait autour de l'articulation de 4 lots avec des durées bien définies, un objectif quantifiable. En face, en fait, on a mis des moyens humains et surtout des moyens techniques. Donc, le premier lot a consisté à faire de la recherche bibliographique, à définir un cahier des charges autour de ces acides aminés, basé à la fois sur cette recherche bibliographique sur les effets des acides aminés, mais aussi sur une revue réglementaire. Le lot 2 a permis de créer en fait des formules. Non, je suis toujours sur cette slide où je décris, voilà. Merci. Je ne comprends pas, en plus, il y a eu des modifications là, dans la présentation sur 2 formats. Bref, sur ce lot 2, en fait, il y a eu la réalisation des formulations et des premiers screenings de formulation. Ce lot 3 a permis de faire des premiers tests de ces mix d'acides aminés sur des modèles tels qu'un stress hydrique, un stress herbicide et puis sur les modèles de bateaux que j'ai décrits tout à l'heure.
Le lot 4 permettra de réaliser des tests à partir des mix d'acides aminés qui ont été identifiés comme étant intéressants dans le lot 3. Ces mix-là d'acides aminés seront testés au champ. Voilà. Alors, en fait, l'articulation du projet, je vous l'ai décrit. Un autre point qui a été important au moment du montage du dossier, c'est la création du consortium pour lequel nous avons été accompagnés par les pôles de compétitivité. Donc, il a fallu définir un coordinateur. Gaiago, en fait, est porteur de projet. Et dans le consortium sont décrits le rôle, le fonctionnement. Sont décrits, en fait, dans ce consortium également le comité de pilotage avec sa composition, son fonctionnement, la répartition, en fait, des tâches, des rôles, le financement, la responsabilité, les règles de confidentialité et de propriété intellectuelle et l'utilisation et l'exploitation des résultats en commun. Donc ça, c'est vraiment important de réaliser ça avant finalement le début du projet, au montage en fait du projet, de façon à ce que l'on soit bien d'accord sur toutes ces règles de vie, on va dire. La dernière slide résume les facteurs de succès et les points qui étaient peut-être plus difficiles. Alors, d'abord, en fait, merci au FEDER et à la région Bretagne de nous avoir accompagnés, parce que, en fait, sans ces fonds, on n'aurait pas réussi à mener ce projet-là. Je trouve que le point positif du projet Saphir, c'est qu'on était 3 acteurs, donc une équipe assez réduite dans la même région. Et donc ça a vraiment créé un dynamisme. Il y avait une rapidité d'exécution, de décision, de prise de décision. On est une équipe avec des intérêts complémentaires. On n'a pas les mêmes compétences et du coup, on avait des bénéfices mutuels à la réalisation et à la réussite du projet et que ça se fasse rapidement. Donc, je l'ai dit, une équipe avec des compétences complémentaires, ce qui nous a permis en fait de passer les étapes importantes du projet de façon positive, donc avec la réalisation de formulations, l'identification de différents mix d'acides aminés, les étapes de screening réalisées par VGenov autour de 7 modèles différents, donc c'est quand même assez conséquent en aussi peu de temps. Et donc, ça a permis de sélectionner des mix d'acides aminés efficaces, de tester déjà des doses, des cadences d'application en conditions contrôlées, ce qui va nous permettre d'arriver au champ cette année avec des acides aminés qu'on aura déjà identifiés comme étant efficaces à des doses et à des moments bien définis en fait. Voilà, donc on a demandé un prolongement du projet jusqu'en novembre 2021 parce que en fait, effectivement, quand on regarde 36 mois, 36 mois, ça tombait finalement en plein milieu des études, des essais au champ, puisque ça, c'est rythmé par les saisons et c'est pas un choix. Ça démarre en mars et ça se finalise en fait sur le mois de septembre-octobre en fonction des cultures données. Donc il a fallu qu'on refasse cette demande de prolongement, mais qui a été acceptée, ce qui nous permettra de finaliser le projet avec une saison d'essai au champ. J'en ai fini sur cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience. Je ne vois pas de questions relatives à ce projet, mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et merci en tout cas pour cette intervention. Avec plaisir. Nous allons passer au projet Et les Verts. Avec Dominique Quentin, vous êtes connecté? Je vois qu'il est connecté, mais je ne sais pas s'il est derrière sa caméra. S'il n'est pas prêt, on peut peut-être inverser si la personne d'après est prête. On va passer au projet Emilio, si Lucie Kenmat est connectée également. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Dominique, vous permet de fermer ta caméra, excusez-moi. Alors, juste pour connecter ma caméra, et ça sera bon. Je vous en prie. Je fais ça. Vous allez me dire si ça fonctionne. Parfait. Voilà. Ça fonctionne. On vous voit très bien. Bonjour, enchantée. Donc effectivement, je représente la société Emarina. Donc je m'appelle Lucie Kemat. Donc la société Emarina est basée sur Morlaix. Nous développons des dispositifs médicaux de classe 3.
Et donc, je suis également porteuse du projet MLO qui a été déposé en 2017. Donc, pour vous présenter rapidement le projet, donc on est parti d'un fait, le manque de sang en France. Donc, il manque 100 millions de litres de sang par an. Et ce sang qui est issu de donneurs ne se conserve que 42 jours à froid. Il existe des technologies alternatives, donc qui s'appellent des HBOC, qui sont des transporteurs d'oxygène à base d'hémoglobine, soit de synthèse, soit extraites à partir de modèles animaux. Mais jusqu'à présent, les différents HBOC qui ont essayé d'être développés ont démontré plusieurs problématiques. Donc des problématiques de compatibilité avec donneur-receveur, des problématiques de nécessité d'ajouter des cofacteurs, des gros problèmes de vasoconstriction aussi au moment de l'injection, et toujours un problème de conservation, donc soit de la conservation à froid, soit de la conservation congelée, donc avec des utilisations qui sont limitées dans le temps. Nous avons focalisé sur le fait qu'il manque effectivement des technologies pour différentes zones, donc soit les accidents de la route, soit sur les attentats, et également au niveau des stockages dans les hôpitaux. Actuellement, on sait que sur les zones accidentogènes, pour sauver des gens, ils sont perfusés en sérum physiologique jusqu'au transfert dans les hôpitaux. Et donc, on a typiquement un problème d'oxygénation qui peut léser les organes pendant le transfert. Donc, nous avons décidé en 2017 de nous rapprocher de deux partenaires, donc Emarina le porteur, Lyofal qui est un leader européen en lyophilisation de produits de grade pharmaceutique, et Orphy qui est un universitaire qui est basé sur Brest, qui est spécialiste en physiologie et qui a également déjà fait des partenariats avec le SAMU. Donc l'objectif c'était vraiment de mettre en place, je suis toujours sur la slide d'avant, excusez-moi. Voilà, celle-ci. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place un consortium qui apporte à chaque partenaire des avantages. Donc nous, c'était vraiment l'innovation majeure et développer le premier HBOC lyophilisé. Pour Lyofal, c'était acquérir un savoir-faire dans la lyophilisation de macromolécules. Et Orphy, donc en partenariat avec le SAMU, pouvoir échanger avec eux et voir comment traiter les crises aiguës. Et bien évidemment, pour développer des nouveaux modèles physiologiques, cellulaires ou sur organes. Voilà, donc on va pouvoir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc pour l'expérience du montage du projet. Donc comme ça a été expliqué au démarrage de la présentation globale, c'est vrai que c'est un dossier qui est assez conséquent en termes de temps et de pièces à fournir, mais on a un accompagnement pendant la présélection et le montage du dossier final. Donc moi je tiens à remercier Biotech Santé Bretagne et particulièrement donc Charlotte Nény et Jocelyne Le Seyet qui nous ont extrêmement aidés pour le montage. Donc, on a eu beaucoup de conseils, ils nous ont permis de restructurer, de bien faire que les lots de travaux soient lisibles, le plan de financement exactement aussi. Donc, c'est très important de se faire aider pendant ce projet et on a eu un appui pendant le montage et on est encore appuyé à l'heure d'aujourd'hui pendant sa réalisation. Donc, Emarina étant porteur du projet, c'est important aussi que les personnes soient conscientes que le porteur, il est maître d'orchestre. Il faut vraiment être moteur pendant la structuration du projet. Donc, il faut solliciter les partenaires, il faut relancer, il faut vraiment échanger pour que le montage soit bien cohérent à l'initial, afin qu'on ait une carte d'identité du projet qui soit la plus représentative possible de l'ensemble des mois qui vont découler. Donc, il y a la sélection et l'investissement des partenaires qui est primordial. Donc, on a une fiche à monter au démarrage, expliquer ce que ça va apporter, qui on est. Donc, voilà, donc il faut que ces fiches soient bien construites. Il faut identifier les pôles sur lesquels on souhaite avoir un label et rentrer assez vite en contact, effectivement, avec eux afin de rentrer dans la phase de présélection du dossier et labellisation par les pôles. Et après, il faut travailler sur un découpage de projet en lots de travaux qui soit bien cohérent. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des lots de travaux. On a des lots de travaux qui représentent un petit peu le même montage que l'interlocutrice précédente, donc avec une phase de formulation, une phase d'essai physiologique et donc une phase après de changement d'échelle avec un passage en échelle industrielle. Donc, après le découpage, il faut créer un Gantt et associer à ce Gantt un plan de financement prévisionnel. Donc là, pareil, au niveau du plan de financement prévisionnel, c'est assez complexe au démarrage puisque
il faut fournir l'ensemble des preuves financières de ce que vous allez soumettre pour évaluer la somme totale de votre projet. Donc en temps de personnes, en temps d'équipement, en temps de matériel acheté. Donc il va falloir aller chercher des factures, il va falloir voilà, démontrer les amortissements pour les équipements que vous souhaitez rentrer dans le projet. Donc voilà, je ne vous cache pas que c'est une grosse partie, mais une fois que c'est fait, ça facilite aussi le travail et le suivi a posteriori. Donc nous, la carte d'identité du projet, c'est un projet qui initialement avait été prévu pour une durée de 30 mois. On avait 2 partenaires régionaux, donc nous basés à Morlaix et Orphy basés à Brest, et on avait un partenaire hors région, donc Orphy sont basés à Salon de Provence. Voilà, donc le pôle principal identifié, c'était Athlon-Pôle Biothérapie, et on avait un second pôle qui est le pôle mer Atlantique. Et 2 domaines d'innovation stratégique, santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie et activité maritime pour une croissance. Donc voilà, on va pouvoir passer à la dernière slide. Donc sur les facteurs de succès, les points de blocage. Alors pour moi qui ai donc monté le projet, ce qui est vraiment important, c'est de concevoir au mieux le design initial de votre projet. Il faut que ce soit cohérent et réalisable. Voilà, ça sert vraiment à rien d'essayer de survendre ou de mettre des jalons qu'on ne pourra pas atteindre. Ça engendrera plus de problèmes qu'autre chose lors de la réalisation du projet. Une fois que votre Gantt est structuré, il faut régulièrement le consulter et anticiper les potentiels décalages. Parce que voilà, typiquement, je pense que voilà, tout le monde a bien vu qu'entre l'année dernière et cette année, avec le Covid qui nous est tombé dessus, ben, il y a eu des perturbations du planning, des sociétés qui ont fermé pendant un temps donné. Donc voilà, ça, il faut le justifier, il faut faire remonter en amont si vous avez vraiment des demandes de prolongation de projet à planifier. Planifier aussi des points d'avancement régulier du projet. Donc nous, on a la particularité voilà, d'avoir un partenaire qui est assez loin et un partenaire universitaire. Donc une fois que le produit est disponible, il faut vraiment s'assurer que l'ensemble des partenaires est bien dans ses hauts travaux, que les essais physiologiques sont bien faits sur le produit. Nous, on a géré en interne les études de stabilité. Et après, il faut bien échanger sur les résultats obtenus entre les 3 partenaires pour voilà, planifier la suite du projet. Et en parallèle, bien évidemment, il faut être vigilant sur les dépenses associées au projet et les comparer au plan de financement. Parce qu'initialement, vous avez un budget prévisionnel, il faut essayer vraiment de vous en rapprocher le plus possible avec tous les petits inconvénients que vous pouvez avoir ou les travaux qui vont nécessiter plus d'actions et donc qui vont coûter un petit peu plus cher. Donc voilà, il faut essayer de revenir à l'équilibre pendant le montage pendant la réalisation du projet. Comme je vous ai parlé donc sur l'identification des points bloquants, donc il faut anticiper les retards et les impacts. Donc nous, dans le cadre de notre projet, on a dû faire 2 demandes de report du projet, dont la deuxième qui a été initiée pour cette année. Donc là, le projet va courir jusqu'à la fin de l'année. Et c'est essentiellement dû à une fermeture, nous, de notre entreprise de mars à quasiment fin juin, chômage partiel. Voilà, et nos différents partenaires aussi, donc un universitaire qui a dû réduire ses activités et un partenaire qui était donc à l'autre bout de la France avec lequel voilà, on a dû limiter aussi les échanges pendant un certain temps. Donc il faut vraiment s'assurer que votre montage initial il soit réalisable et si il y a des lots de travaux qui sont à remodeler, faut bien justifier les raisons pour lesquelles vous les remodelez et essayer vraiment de rester dans le cadre initial du projet. Donc replanification, justification, et puis à chaque réunion d'avancement, bien s'assurer qu'on colle toujours au montage initial. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet en cours. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Merci beaucoup pour la présentation. Anaïs, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet en particulier? Écoute, non, pas pour l'instant.
Mais en tout cas, c'est très utile de rappeler justement le suivi financier du projet une fois qu'il est financé, hein, puisque effectivement, il y a tout un travail de justificatif et vraiment un suivi très strict en fait des dépenses. Et puis, comme vous l'indiquiez, voilà, dès qu'il y a un changement, il faut vraiment avertir au plus tôt les financeurs et les pôles. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. On va repasser au projet Et les Verts. Je crois que Dominique Pontin s'était connecté entre-temps. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que Bon. vous pouvez allumer votre caméra également? Ah ben, je vais mettre ma caméra. Alors, contrairement à ce qui était prévu au départ, moi je suis dans ma voiture, hein. Je suis sur une aire de repos parce que mon emploi du temps a changé. C'est pas facile en ce moment avec le Covid. Voilà. Parfait. On vous voit très bien en tout cas. Bon. Donc, j'ai prévu dans ma présentation, il va y avoir 3 slides parce que le projet Et le Vert est un projet qui a été fait avec… si on peut rester sur le premier slide, s'il vous plaît. Parfait. Qui a été au niveau des partenaires avec l'École nationale de chimie de Rennes, la SARIA, Audurnet et la société Acerva. Donc, les labellisateurs étaient bien sûr Valorial et EMC2. Et on a Cap Biotech qui nous a beaucoup aidé pour le montage du dossier aussi. Et on avait été mis en rapport, nous, au départ, avec l'École nationale de chimie de Rennes par le Zoopole de Ploufragan. Ils avaient une idée sur les traitements de l'air. Donc, nous, on était intéressés par la partie élevage et Saria par la partie industrielle. Et donc, on a monté ce projet collaboratif en partant de cette idée. Donc, je ne pourrais vous présenter que 3 slides pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a fait un accord de consortium et derrière, on a fait un accord aussi de confidentialité. Donc, concrètement, sur le projet, le cœur du projet, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que ça n'implique pas que moi. Mais je vais vous parler justement du projet collaboratif et un petit peu comment on mène ce projet. Voilà. Donc, si on peut aller sur le slide 2, voilà. Donc ici, on a déjà la carte d'identité du projet. Hein, c'est le projet, c'est la gestion des émissions atmosphériques pour les systèmes de production plus propres, production animale et industrie, qui comprend tout ce qui est les rejets d'ammoniac, les odeurs, les particules qu'on peut retrouver dans les airs viciés des industries et des élevages. Donc, l'École nationale de chimie de Rennes avait travaillé sur un petit prototype de traitement. Et donc nous on a rebondi dessus avec la Saria et Audurnet pour tout ce qui est mesure de ce qu'il peut y avoir dans l'air et c'est-à-dire de pouvoir mesurer aussi ce qu'on va faire. Alors le projet, on a pour chaque entreprise, donc je vais dans l'ordre, hein, je vais commencer par nous, donc Acerva. On a un coût complet au niveau de l'étude parce que c'est une étude qui va se mener sur 3 années. Donc, on avait un coût complet estimé à 417 000 €. On a une demande d'aide de 187 000 €. Pour Audurnet, le coût complet sera de 163 500 € et l'aide est de 73 575 €. Pour la Saria, c'est 125 825 € de frais pour 31 456 d'aides demandées. Pour le NSR, c'est 306 125 de frais et 199 500 d'aides, puisque là, c'est un institut. Donc, pour un total d'aide de 492 215 € sur 3 années. Alors, c'est vrai que ça fait des sommes, mais on a un proto aujourd'hui qu'on a testé en élevage, dans un premier élevage, dans une station expérimentale à côté de Rennes, à l'IFIP. Et on a fait toutes les mesures et là, on va travailler. On va être en réunion de travail vendredi prochain d'ailleurs. On fait un point et le but, c'est qu'au bout de 3 années, on soit capable de mettre en place un prototype sur un élevage ou une industrie, mais à échelle grandeur nature, quoi. Donc, pour pouvoir traiter déjà plusieurs milliers de mètres cubeurs et qui nous permettra de certifier que on peut travailler sur les industries élevage avec du traitement d'air. Donc, si on peut regarder le dernier slide. Donc, les contextes objectifs du projet, c'est
la pollution de l'air en NH3, NOx et COV, risque majeur pour la santé et l'environnement. Donc, c'est des choses qu'on intègre dans les élevages aujourd'hui avec des systèmes de laveurs d'air, on a des systèmes de séparation de phase sur les rejets de lisier pour avoir moins d'émanation de NH3, enfin d'ammoniac. Mais ce sont des choses qui ne sont pas… on baisse les taux, mais on ne les élimine pas complètement. Et on a des réglementations qui arrivent au niveau de l'Europe qui vont être beaucoup plus directives. Et donc, il va falloir qu'on travaille beaucoup sur les taux d'ammoniac, les rejets qu'on peut avoir dans l'air derrière les élevages et les industries. Parce que Saria travaille beaucoup dans tout ce qui est équarrissage. Ils ont les mêmes problématiques. Et puis, on peut avoir les mêmes problématiques sur des ateliers de peinture en industrie, sur plein d'autres choses. Donc, c'est un projet qui peut après s'adapter à pas mal d'industries. L'élevage porcin représente 10% des émissions d'ammoniac en France, donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc nous, dans notre profession, on travaille dans l'automatisme d'élevage. C'est quelque chose qu'on veut vraiment intégrer dans nos process de demain. Et puis ça va être des droits à produire pour toute la partie production agricole. Et on a des solutions actuelles peu performantes, donc c'est ce que je vous disais tout de suite, on a des lavages de l'air, c'est fait avec de l'eau, donc c'est des consommations d'eau aussi, les biofiltrations, les catalyses, l'isiothermie, traitement acide sulfurique, alors ce serait le plus performant aujourd'hui, mais ça n'est pas pérenne parce que traiter de l'air avec de l'acide sulfurique, bon, vous voyez les problèmes que ce soit au niveau manipulation avec les salariés, rejet, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, bon, enfin c'est des solutions peut-être ponctuelles mais qui ne sont pas durables. Donc c'est pour ça qu'on s'est attelé à ce projet avec l'école de chimie de Rennes et nos partenaires. Donc après, j'aimerais bien vous parler du projet plus, mais c'est-à-dire que là, on a des accords vraiment de confidentialité parce qu'on engage quand même des sommes importantes et on ne veut pas trop divulguer par quel moyen, par quel process on va traiter l'air. Mais c'est quelque chose qui tient la route parce que déjà, on a un mini prototype qui fonctionne, qui a des résultats. Maintenant, il faut le voir à grande échelle et avec d'autres problématiques. C'est l'intégration dans des concepts complets. Donc, on attaque du lourd, quoi. Et ce qui est peut-être intéressant aussi pour les participants qui suivent ce webinaire, c'est peut-être d'avoir quelques conseils sur le montage ou sur le suivi même du projet, en fait, même si on comprend bien que vous ne pouvez pas effectivement donner les détails de l'avancée des travaux. Mais voilà, sur le montage, sur l'accompagnement des pôles, sur le consortium et voilà comment la gestion du consortium notamment. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils ou quelques retours à donner ? Bien sûr. Alors déjà, un premier message au niveau des entreprises, parce que nous, à Cerva, on a un bureau d'études, on a un budget important, enfin, on n'est pas une grosse société, c'est 100 salariés, on fait entre 15 et 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on engage quasiment 1 million d'euros par an dans notre R&D, dans notre bureau d'études. Donc, pour nous, c'est un montant très, très important. Et pour avancer plus vite aujourd'hui, on a décidé de travailler un peu plus en collaboratif. Déjà, c'est une première chose. Alors, le collaboratif, bien sûr, ce sont des compromis puisqu'on ne travaille pas seul. Donc là, on ne décide plus tout seul de nos avancements. C'est peut-être un peu plus lourd au niveau de la réactivité. Par contre, c'est beaucoup plus puissant dans le sens qu'on est avec plusieurs sociétés, avec chacun ses connaissances. Et le mélange des connaissances, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que on sort un petit peu de nos habitudes, justement, de nos méthodes de travail. Et moi, je trouve ça relativement assez puissant. On avance. On n'aurait jamais déjà, nous, pu le faire en interne parce qu'on n'a pas la connaissance, tout ce qui est chimie, biochimie. Enfin, on n'a pas ces connaissances-là en interne. Malgré que nous, on a un docteur en interne, parce qu'on fait de l'électronique, mais on a un docteur en zootechnie parce qu'on travaille sur des animaux. On n'a pas ces connaissances bio et chimiques. Donc là, c'est un projet collaboratif qui va nous apporter beaucoup. Et des sociétés comme la Saria qui ont une grosse expérience sur les traitements, que ce soit air, etc. Et au Dournet, au niveau des capteurs, ils ont des capteurs dans tous les sens pour tout mesurer, c'est très très pro. Donc moi déjà, par rapport aux participants à notre projet collaboratif, je trouve ça absolument génial parce qu'on ne se connaissait pas avant, on s'est découvert par ce projet.
Et si je peux recommander après, bah oui, comment toutes les équipes qui nous entourent, soit Cap Biotech, Valoria, le MC2, bah, enfin, je veux dire, c'est une habitude pour nous, on n'aurait pas pu écrire tout seul l'accord de consortium, les accords de confidentialité, c'est des choses qu'on a découvert. Donc oui, il faut se faire assister à côté, se faire aider parce que bon, on peut pas avoir nous toutes les connaissances en interne. Alors peut-être des sociétés qui sont beaucoup plus grosses et qui ont des services en interne qui peuvent gérer ça, mais nous ça n'était pas le cas. Et enfin, bon, c'est un petit peu long au départ, hein, démarrer bien sûr, mais moi je trouve que ça s'est très très bien passé. Il y a comment dire, on est bien entouré, quoi. Il y a moyen de faire ces choses-là sans être hyper structuré en interne. Parfait. Merci beaucoup. Bon, s'il y a des questions, je peux y répondre. Et puis s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour avoir des questions-réponses en off, bon, c'est pareil, hein, il y a mes coordonnées, vous pouvez les laisser, je peux répondre facilement s'il y avait des demandes. Ouais. Parfait. Merci beaucoup en tout cas hein, pour votre intervention. C'est toujours très utile, je pense, pour les participants qui n'ont jamais pris part à un projet collaboratif, d'avoir le retour d'expérience de projets qui ont été financés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions relatives à cette présentation. Il n'y a pas de questions. En revanche, vu qu'on est un petit peu en avance, peut-être qu'on peut laisser 5 à 10 minutes de questions. Comme ça, s'il y en a en direct, on peut peut-être laisser l'opportunité. Oui, très bonne idée. Et puis, on peut répondre également aux 2-3 réponses qu'on n'a pas, aux questions qu'on n'a pas pu traiter précédemment. Oui, tout à fait. Super. Il y avait quelques questions relatives à la date de création de l'entreprise pour pouvoir participer à cet appel à projet et puis plus généralement les conditions pour une entreprise pour participer à cet appel à projet. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ces questions? Oui, enfin, moi, j'avais fourni une réponse à l'écrit, mais en gros, il n'y a pas de conditions au niveau de la date de création de l'entreprise. En revanche, ce qui va être vraiment regardé avec attention, merci, avec beaucoup d'attention, c'est la capacité de l'entreprise à mener le projet. Donc, aussi bien d'un point de vue organisationnel, donc est-ce que l'entreprise a une compta analytique, des choses comme ça, pour être en mesure de faire des remontées techniques, mais également financières, hein, parce que voilà, on doit rendre des comptes aux financeurs, donc il faut être en capacité de faire ça bien. Et bien sûr, la capacité également financière de l'entreprise à mener le projet, parce qu'on est sur un système d'aide où il faut avoir des fonds propres qui sont suffisants pour mener le projet à bien. Donc voilà, tout ça, ça va être scruté. Et voilà, plus une PME est existante depuis longtemps, plus peut-être elle elle a les fonds propres nécessaires et la capacité opérationnelle, le staff suffisant pour mener le projet à bien. Après, il y a des jeunes entreprises qui se créent, qui sont très très bien structurées, qui ont réussi une levée de fonds, des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas fournir de réponse. Il faut que nous, on analyse aussi la situation financière de l'entreprise. Je rajouterais que donc il faut avoir les reins solides pour gérer des subventions en effet, et qu'il faut que vous produisiez dans le cadre du projet une activité de recherche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prestataire, vous êtes partenaire, vous investissez vous-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'Anaïs le dit, il faut des fonds propres, puisqu'en fait, vous n'êtes pas aidé à 100%. Vous avez vous-même un investissement à faire, et donc vous avez une activité de recherche. Donc vous devez développer quelque chose dans le cadre du projet. C'est aussi là-dessus que le tri se fait. Hein. C'est-à-dire que si vous faites juste, par exemple, des analyses labo que vous produisez par ailleurs dans votre activité économique habituelle, ce n'est pas de la recherche. Il faut vraiment faire des activités de recherche. Merci.
Après, on a une question sur est-ce qu'il y a une condition sur la maturité du projet? Est-ce qu'on peut présenter un projet déjà démarré mais qui a besoin d'un coup de pouce de scaling? C'est intéressant ça. En partant de l'hypothèse que le scaling générera de l'emploi. Donc, en gros, je suppose que la question suppose que l'innovation a quelque part déjà été financée et que là, on est sur un processus d'industrialisation. Oui, je peux peut-être essayer de répondre. Donc, à première vue, au vu de la question, je pense qu'effectivement, l'appel à projet, il vise vraiment à financer des travaux de R&D qui peuvent, dans certains cas, proposer des dépenses pour expérimenter la solution, mais vraiment pour valider en fait un prototype. Sur le scaling que vous évoquez, là, je pense qu'il y a peut-être d'autres appels à projets. Je sais que notamment sur la région Bretagne, il y a un appel à projet expérimentation numérique. Alors après, je ne sais pas quel est le domaine, mais voilà, je dirais qu'à première vue, on est vraiment sur des travaux de R&D et un des critères, c'est aussi le caractère innovant du projet en fait dans les travaux de recherche qui vont être effectués. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Le projet Elver est un bon exemple, parce que du coup, comme le disait Dominique, il y avait un prototype laboratoire qui était créé, mais par contre, pas du tout, encore pas mal de verrous technologiques et de recherche à lever pour le passer sur un prototype quasiment industriel qui fonctionne pour un élevage ou une industrie. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Il y avait déjà un prototype en effet de fait, mais pas du tout possible de le mettre d'ores et déjà en production industrielle, quoi. Donc, ouais, complètement. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, oui, en effet, nous, tel qu'il est actuellement, c'est vrai que on a pu le mesurer en élevage sur un échantillon, mais c'est vrai que là, on a besoin de travailler parce que bon, c'est un appareil qui va s'encrasser, donc il va falloir vraiment le revoir dans sa globalité, je pense. On part sur l'idée, mais il va falloir le reconcevoir. Et bon, nous, on s'est armé, c'est-à-dire qu'on pour faire le suivi de ce genre de projet, mais on était à la limite avant de travailler, on était dans nos limites de compétences. On a embauché une docteure, nous, en interne, pour suivre nos projets R&D. Donc, elle commence justement par ce projet-là. On a déjà fait une embauche au niveau d'une docteure. Et derrière, on a des possibilités d'embauche derrière, parce que si ce projet-là va à terme, bien sûr, on aura de la fabrication, de la vente, et donc ce sera générateur, bien sûr, d'emploi. Ouais. Merci. Il y a une question de TRL aussi de départ, j'imagine. Mais encore une fois, voilà, dès que vous avez une idée, n'hésitez pas, l'idée de projet, n'hésitez pas à en parler parce qu'il y a beaucoup de questions qui s'étudient vraiment au cas par cas, en fait. Voilà, mais sur le principe, on est vraiment sur de la R&D sur cet appel à projet. Complètement, oui. Ouais. Sur les projets collaboratifs, si je peux rajouter une chose, c'est que souvent on peut avoir des idées qu'on n'exploite pas parce qu'on se sent un peu seul et on n'a pas toutes les compétences. Et rechercher un projet collaboratif, c'est justement d'aller chercher les compétences qu'on n'a pas en interne pour mener à bien ce projet. Et là, on se retrouve vraiment, enfin nous, on se retrouve à 4 sur ce projet Eveler, avec chacun des bénéfices quelque part qui ne sont pas du tout en compétition. Les problématiques de la SARIA, les problématiques de Audournet ou l'École nationale de chimie et nous, c'est c'est complémentaire dans le sens qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc nous, on a besoin de commercialiser des produits. SARIA a besoin de régler des problèmes aussi en industrie avec leurs usines. Audournet, c'est la mesure fait qu'ils seront les référents sur ce genre de mesures peut-être demain avec leurs capteurs. Et l'École nationale de chimie a besoin de fonds toujours pour faire de la recherche. Donc, on est hyper complémentaires à tous les niveaux. Donc, même si on veut faire du business derrière, pour chacun, tout le monde il retrouve son compte. C'est pour ça que le projet est vraiment pérenne, quoi. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question sur le statut de start-up qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant. Donc, voilà, est-ce qu'une start-up peut postuler? J'aurais tendance à dire que c'est également une question de rein et de capacité aussi bien organisationnelle que financière à mener à bien le projet. Donc là, il faudrait qu'on en sache un peu plus parce que voilà, ça revient également à la date de création, tout ça. Il n'y a pas vraiment de critères. Il faut vraiment
que la personne qui a posé cette question rencontre un pôle voilà, pour étudier ça plus précisément. Après, il y a une question par rapport aux partenaires de recherche. Est-ce qu'il doit être du secteur public impérativement ou est-ce possible qu'il soit du secteur privé? Moi, je n'ai pas eu le cas pour l'instant, mais je ne sais pas si les collègues des autres pôles ont eu le cas. Moi, je l'ai eu pas sur un croisement de filière, mais sur un PSPC région, effectivement, à un établissement privé, notamment c'est le cas avec certaines écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça. Il n'y avait pas eu de souci. Clairement, ce n'était pas du tout rédhibitoire. On n'est pas sur de la recherche publique, on est sur de la recherche. Donc, voilà. Moi, juste pour préciser, je crois que dans le cahier des charges, il est question, enfin, il n'est pas précisé qu'il faut absolument que ça soit du public. Je crois qu'il est précisé que donc ça peut être aussi des centres techniques, des instituts techniques. Et il faut qu'en fait le centre technique il ait un contrat d'objectifs et de moyens avec la région, je crois. Alors il faudrait reprendre l'intitulé exact, mais du coup ouais, ouais voilà, donc je pense qu'il faut poser la question pour vérifier que c'est bien possible, mais a priori, enfin à voir quoi. Oui. Et après, j'ai une question du coup, Anaïs, sur l'entité, le labo privé. Est-ce qu'il était rattaché à une IMR ou à un labo public? Oh là, je pourrais pas te dire. C'était une école d'ingénieurs. Et effectivement, je ne sais pas si c'était dans une unité mixte. Mais je pourrais vérifier. Mais de toute façon, ça, c'est une question qu'on peut poser pour avoir une réponse précise, hein, pour que ce soit clair. Oui. Il nous reste 3 minutes et il y a encore des questions qui arrivent. Il y a une question qui est plus adressée donc, aux porteurs de projets qui ont présenté et qui demandent si les différences d'attente au sein d'un consortium ne créent pas des tensions par rapport à certains arbitrages en cours de route. Et ça, c'est la vie d'un projet, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas si M. Quentin ou Lucie Kemat, Moi, je peux vous répondre en ce qui nous concerne, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés au départ, moi je pense qu'il est très important en fait, au final, c'est que l'accord de consortium soit bien travaillé, c'est-à-dire qui fait quoi. Demain, s'il y a commercialisation, pareil, qui fait quoi. Faut que ce soit défini dès le départ. C'est comme toute association, il faut d'abord définir les règles. Et ensuite, on peut se mettre au travail, mais c'est hyper important de bien définir les règles, parce que sinon, le risque, après, oui, ça peut peut-être déborder. Alors, nous, on avait l'avantage sur cet accord-là, enfin, sur ce consortium, c'est que on n'avait pas du tout les mêmes attentes sur la valorisation de ce projet. Donc là, on ne peut pas être en concurrence, on ne travaille pas dans les mêmes domaines, donc chacun a sa partie, c'est clair, net, précis. Mais c'est vrai que ça pourrait arriver, selon les associations qui peuvent se faire, ça pourrait arriver, donc c'est de bien le définir au départ, quoi. De toute façon, c'est comme une règle de commercialisation ou une règle d'association, c'est pareil, quand on s'associe dans une société, c'est pareil, il faut bien définir qui fait quoi, faut bien mettre les règles en place, quoi, hein, c'est hyper important pour démarrer. C'est important. Pardon. Vas-y. D'où l'importance du caractère collaboratif aussi, même dans le montage du projet, en fait. Généralement, même dans le montage, il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui prenne le lead sur tout le travail de montage, puisque c'est vraiment dès cette étape très importante que l'aspect collaboratif du projet va se mettre en place. Tout à fait. Vous mariez pour 2 ou 3 ans, donc il faut communiquer. C'est comme un couple. Tout à fait. Et après, on a une dernière question. On est pile à 11h et c'est la dernière, donc je propose de la prendre. Et elle va être plus toi, Aude, tu vas voir. Concernant le caractère innovant des projets, les 3 projets qui ont été présentés sont débouchés sur quelque chose de physique. Comment fait-on pour les projets avec R&D sur les sujets à l'intersection entre la finance, l'assurance, ou à la création d'algorithmes qui sont plutôt immatériels? Est-ce que ça peut être considéré dans le cadre de cet appel à projet? Donc là, j'ai envie de dire, on va prendre l'exemple du numérique et
ça va être assez facile. Oui, effectivement, alors les sujets plus transversaux, là, j'aurais moins de réponses précises pour la finance notamment, si j'ai bien entendu. Pour les algorithmes, clairement, la création de nouveaux algorithmes, c'est une retombée. En fait, on peut le considérer comme un produit puisque cet algorithme, il va être utilisé en fait dans les produits de la structure qui les a développés. Donc ça, clairement, c'est… Après, le caractère, il y avait deux choses dans la question. Donc, il y a les débouchés, donc le produit, oui, ça en constitue. Et puis, sur le caractère innovant, en fait, et c'est là aussi, donc, tout à l'heure, on a parlé de l'expertise des pôles. Comme on a des pôles thématiques, c'est vraiment les experts de chaque pôle qui vont déterminer, en fonction des éléments que vous nous donnerez dans votre dossier, le caractère innovant et si votre projet est bien innovant par rapport à l'état de l'art notamment, et puis à l'état de l'art académique et au concurrentiel. Et on peut compléter peut-être aussi en disant que dans l'appel à projet, si je ne me trompe pas, on est sur l'aboutissement d'un produit, procédé ou service innovant et pas que sur un produit physique qu'on peut toucher. Et encore, c'est la façon dont vous allez le valoriser et puis le fait que ce soit innovant. Mais les pôles sont là, ouais, en effet, dès le début, nous, on vous challenge tout le temps, constamment pour vous dire, mais je comprends pas pourquoi c'est innovant, pourquoi, c'est quoi la différence par rapport à ça, etc. Du coup, nous, on est là pour vraiment prouver ça et puis pour vous dire, mais je comprends pas comment vous allez le vendre, comment vous allez générer de l'activité à la suite de ça, etc. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là, je pense, qu'en effet, qui sont très importants. Il y a d'ailleurs un projet qui a été financé, qui me fait vraiment penser à la question, c'est le projet CREDOC. Il me semble qu'il a été financé en 2018, qui a été labellisé donc par Image et Réseau et le Pôle Mer, qui était vraiment sur le crédit de couvert, donc tout ce qui est lié aux assurances, etc., dans le cadre du transport maritime. Donc, et là, voilà, c'était de la surveillance, c'était pareil, de la création algorithmique. Donc, et voilà, ça a été financé dans le cadre de cet appel à projet. Et le terminement. Donc oui, ça peut être pris en compte sans aucun problème. Et c'était la dernière question. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Anaïs. Et donc, on va passer… Donc, si vous avez des questions, et même si on n'aura certainement peut-être pas le temps d'y répondre d'ici la fin du webinaire, mais c'est quand même important de les poser puisque nous, on va les reprendre ensuite à l'issue du webinaire pour vous y répondre. Donc, vous recevrez les réponses par écrit.